Je me souviens de mon premier impossible. J'avais 14 ans, j'étais seul à la maison et je regardais l'épreuve du saut en hauteur des Jeux Olympiques de Munich. C'était l'épreuve féminine, il y avait des femmes, c'était des grandes, j'avais 14 ans et la barre montait, je devais mesurer 1,75 m, la barre montait 1,80 m, 1,85 m. Et il y avait parmi les athlètes, outre bien sûr les Russes et les Bulgares et les Roumaines, il y avait une petite Allemande, 16 ans. Elle n'avait aucune chance. Trop jeune, première compétition internationale. Son record n'était même pas le record d'Allemagne. Et voilà-t-il pas qu'on arrive au mètre 90 et elle se retrouve parmi les 3 dernières. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'alors que toutes les autres compétitrices, je ne me souvenais pas d'avoir vu une compétition de saut en hauteur avant cela dans ma vie. Toutes les autres compétitrices sautaient sur le ventre, comme c'était la norme à l'époque, et elles sautaient sur le dos. Je trouvais ça extraordinaire. La barre monte à 1,92 m, ceci est 1,92 m, et elle sera la seule à passer cette hauteur-là. J'étais fasciné, c'était le premier impossible de ma vie. Le lendemain, à mon école, je me renseigne où est-ce qu'il y a un club d'athlétisme. Comme tous les gamins de Bruxelles, je faisais du football, et par chance, mon école était associée avec un grand club d'athlétisme de Bruxelles. Et j'ai consacré 20 ans de ma vie, entre autres, à m'amuser sur des sautoirs de saut en hauteur pour découvrir quelle était la magie de cet impossible. S'élancer, lancer un genou en l'air pour passer sur son dos et retomber sur son dos. Et en fait, j'avais eu mon premier rendez-vous avec l'impossible. Cette révolution qui a été le Fosbury, le fait de sauter sur son dos, a permis une évolution extraordinaire du record du monde du saut en hauteur. Les femmes sont passées de 1,92 m, le record était stagné à 1,92 m lorsqu'on sautait sur le ventre, est monté à 2,9 m. Et chez les hommes, le record qui était à 2,29 m est passé à 2,45 m. Et c'est cette révolution conceptuelle qui est le Fosbury Flop qui a permis cela. Et j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui faisaient des choses extraordinaires, qui allaient au-delà des limites. Et durant mes études, et puis dans ma vie professionnelle, j'ai toujours recherché des gens qui faisaient cela. Et puis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut s'intéresser à l'impossible ? Et je me suis rendu compte que de un, il n'y a pas beaucoup de littérature, il n'y en a toujours pas beaucoup, il n'y en avait pas du tout à l'époque, qu'il n'y a pas de vrai vocabulaire pour parler d'idées, encore moins d'impossible ou de créativité. Une méthodologie sur l'impossible, est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre grand maître ? Et je me suis lancé à tête perdue depuis 20 ans dans cette quête de l'impossible. Qu'est-ce ? Est-ce qu'il y a des méthodes ? Est-ce que l'on peut accompagner les gens dans leur envie d'impossible ? Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelques notions essentielles qui vous permettraient d'aller plus loin dans votre envie d'impossible, de pouvoir partager à la fois un vocabulaire, quelques notions clés qui permettent de nommer les choses. Première chose que j'ai développée, parce que vous savez combien il est difficile de parler des idées, d'aller voir son collègue, d'aller voir son patron, d'aller voir son banquier, d'aller voir son conjoint et de lui dire « j'ai une idée ». Comment est-ce qu'on commence à en parler ? Il faut arriver à serrer les idées. Alors il y a un premier type d'idées, ce sont les idées bleues, les idées faciles à mettre en œuvre. Les idées vertes, que nous avons tous à longueur d'année sans nous en rendre compte, ce sont les idées qui améliorent tout ce qui existe. Et puis il y a des idées plus compliquées. Ce sont les idées en rupture, les idées radicalement nouvelles. Il fallait leur donner un nom pour que l'on puisse en parler et surtout pour qu'on puisse commencer à les protéger, pour que de suite vous ne vous fassiez pas agresser par rapport à ces idées. Ce sont les idées rouges. Et qu'est-ce qu'on fait des idées impossibles ? Je me dis, qu'est-ce qu'on fait avec des idées impossibles ? Il fallait en parler aussi. Et j'aurais donné 2 noms.
Ce sont les idées jaunes, parce que ce sont les idées soleil. Ce sont les idées qui nous amènent en dehors de notre galaxie. Ce sont les idées lointaines, ce sont les idées qui nous réchauffent. Et vous avez vécu cela lorsque vous dites à quelqu'un une idée qui est un peu puissante, un peu forte, qui est hors du cadre. De suite, on vous dit « oui, mais ça, c'est impossible ». Et quelle est votre défense ? Comment réagissez-vous par rapport à ça ? Il fallait inventer quelque chose. Et ma démarche est d'inventer ce petit quelque chose. C'est le dragon. Le dragon comme symbole de l'impossible. Il nous manque un symbole pour parler de l'impossible. Et de pouvoir dire à son chef, à son conjoint, à son banquier, vous savez, ici j'ai une idée, je sais qu'elle est impossible, c'est mon dragon. Et comme l'impossible est temporaire, si nous travaillons ensemble sur ce dragon, si nous savons en parler, si nous avons de la méthode, nous arriverons à le réaliser. Parce que fondamentalement, et ceci est le message clé que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est que l'impossible existe pour être remis en question. Il ne faut pas se laisser prendre de haut par l'impossible. Il est hautain avec nous. Il faut lui dire, nous gagnerons. Le destin de l'impossible est de devenir réalité un jour. Deux types d'impossibles. Le premier, ce sont les impossibles opérationnels. Un impossible opérationnel, c'est un objectif, un rêve, une chose que vous souhaitez réaliser dans votre vie ou qu'on vous demande de réaliser dans votre travail ou qui est une exigence pour l'espèce humaine. Nous avons beaucoup d'impossibles opérationnels de nos jours dans notre société et pour l'espèce et pour la planète. Donc ce sont des choses où on se dit, ça, nous le mettons à l'agenda pour le réaliser. Donc ce sont des impossibles d'action, des impossibles du faire. Et avec ces impossibles-là, on a essentiellement affaire à des obstacles et à des obstructions et à des gens qui ne veulent pas rentrer dans la démarche, des résistances. Et puis, un deuxième type d'impossible. Ce sont les impossibles inspirationnels. Ce sont des impossibles extraordinaires. Ce sont des impossibles que l'on se donne pour rêver. Ce sont des impossibles qui sont là pour nous amener naturellement hors du cadre. Je vais vous donner un exemple. Prenons un chercheur qui est spécialisé dans la physique des matériaux et il veut enrichir sa pensée, il veut sortir du cadre. Eh bien, il pourrait se dire, et si je travaillais sur le développement de matériaux qui permettraient d'avoir des semelles de souliers qui nous permettraient de marcher sur le soleil ? La probabilité que dans les 10, 20, 100 ou 1000 ans qui viennent, un être humain marche sur le soleil est assez limitée. Donc on est hors du cadre. Mais la provocation qu'amène cette hypothèse de travail va amener notre chercheur à imaginer des solutions radicalement nouvelles. Donc ne négligez pas ce type d'impossible. Lorsque vous souhaitez penser autrement, il faut rechercher des impossibles que j'appelle aussi des impossibles de provocation. Donc les impossibles opérationnels sont des impossibles pour lesquels on va se demander comment les réaliser. Et les impossibles inspirationnels, ce sont ceux qui nous servent à nous poser des pourquoi pas. Et vous savez que l'expression pourquoi pas est l'une des clés les plus extraordinaires en matière de créativité. Deuxième message, c'est que l'impossible est une frontière. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que l'homme a inventé deux choses comme la question et l'impossible. Notre espèce a inventé ces deux choses. Je crois que mon chat n'a pas inventé le concept de question ni le concept d'impossible. Et l'impossible comme frontière nous permet par rapport à ce que nous faisons, que nous soyons enseignants, que nous soyons chercheurs, que nous soyons femmes ou hommes d'entreprise, de déterminer quel est le paramètre dans lequel nous travaillons. Donc de faire une démarche avec vos collègues, avec les gens avec lesquels vous avez des projets, d'établir quelles sont les frontières, les limites de l'impossible partagé est extrêmement riche. Parce que c'est seulement à partir du moment où on a établi la carte de l'impossible et qu'elle est partagée qu'on va pouvoir choisir les angles d'attaque et se dire où on va le faire tomber.
et mettre ensemble son énergie. S'il est une frontière, l'impossible est aussi une création. L'impossible apparaît très très vite, je dirais même presque toujours, comme quelque chose d'objectif. Lorsque dans votre établissement, le directeur de l'informatique à votre requête pour ajouter une fonction à un programme informatique répond « c'est impossible », ça tombe de très haut. Ça tombe de très haut. Eh bien, en fait, l'impossible est une création de chacun d'entre nous. Nous avons tous créé dans notre vie, dans nos activités, dans nos rêves, des limites de l'impossible. J'ai 2 couples d'amis, ils ont 2 petits-enfants chacun, et lorsque je vais dîner chez les premiers, ils me disent « Oh Marc, tu as de la chance de voyager comme tu voyages. Nous, on aimait bien voyager, mais maintenant, avec les 2 petits, on ne peut plus. » Et mes 2 autres amis, lorsque je vais dîner chez eux, ils me parlent de leur dernier voyage, plus exotique les uns que les autres. Qu'ont-ils fait les uns et les autres? Bien, ils se sont créés des frontières. Pour certains, avoir des petits-enfants est un frein définitif au voyage en terre exotique, et pour les autres, c'est un passeport universel pour faire des rencontres extraordinaires. Donc, en fait, par rapport à tout ce que vous faites et par rapport aux gens avec qui vous travaillez, l'impossible est une création. Et cette création, nous pouvons, comme elle nous appartient, nous pouvons la moduler, la travailler et la remettre en question. Il ne tient qu'à vous de choisir vos propres dragons, de les mettre dans un lieu pour les faire grandir, que j'appelle une dragonnerie. Nous n'avons pas de lieu dans les villes, dans les entreprises, dans les laboratoires pour parler de l'impossible. Quand vous avez une idée impossible, vous envoyez un mail à votre boss et vous dites « Un très cher boss, cette nuit j'ai eu une fantastique idée impossible ». En fait, c'est presque impossible de parler d'une idée impossible avec beaucoup de gens dans des institutions. Donc, on a besoin d'une dragonnerie, d'un lieu ou d'un espace ou d'un moment où l'impossible devient l'enjeu de discussion évidente. Alors, vous allez me demander, mais est-ce qu'il existe une méthode? Oui, il y a des méthodes. Je voudrais simplement en partager une avec vous. Il y a un designer gallois qui s'appelle Ross Lovegrove, que j'apprécie énormément, qui a comme caractéristique, lorsqu'il commence à travailler avec un client, d'abord de l'écouter évidemment profondément, et puis de prendre congé de son client et de lui dire « Je reprendrai contact avec vous quand mon équipe, qui est basée à Londres, et moi, nous aurons trouvé des solutions impossibles à votre problème. » Alors le client il dit « Oui, and so what ?» Il dit « Oui, je viendrai vous présenter notre solution impossible et je vous demanderai si vous voulez prendre comme point de départ l'impossible comme enjeu de créativité. » Il part du principe, et je crois qu'il a raison, que nous avons presque réalisé tous les possibles importants qui étaient à portée de l'être humain. Comme les grandes terres ont été découvertes, les continents ont été découverts par les grands navigateurs au XVe et XVIe siècle, on a pratiquement établi la carte des possibles. Maintenant, et c'est la chance de notre génération et des générations qui viennent, nous allons pouvoir pleinement explorer les impossibles. Donc prenez aussi de temps à autre la posture et de se dire, tiens, dans tel projet, si au lieu de commencer à voir comment on pourrait le faire avec ce qu'on sait faire, si on partait par une solution qui nous semble impossible. Alors on peut se dire, vous avez entendu parler probablement de ce projet français. Un des problèmes des éoliennes, pour un certain nombre de gens, c'est qu'elles sont géantes, qu'elles gâchent pour certains de très beaux paysages. Donc si elles sont géantes, eh bien, résolvons le problème. Faisons des toutes petites. Et quelqu'un s'est dit, pourquoi pas faire des éoliennes de la taille d'un arbre? Évidemment, les spécialistes vont dire, mais on a besoin de grands espaces et on a besoin, pour récolter le vent, d'immenses pales. Eh bien, c'est à l'étape expérimentale, ces arbres à vent qui peuvent récolter dans votre jardin, le vent. Et il paraît-il, un arbre de ce type-là permet d'alimenter une maison familiale en électricité sans aucun problème.
Je ne sais pas si vous vous êtes déjà interrogé sur le vrai pouvoir de l'impossible. Quel est son vrai pouvoir? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous transforme. Pour peu qu'on l'a mis à son agenda, parce que ça c'est la condition. Je crois que énormément parmi vous ont un carnet à idées. Mais combien d'entre vous notent les idées impossibles dans ce carnet? Et combien d'entre vous ont un carnet à impossibles? Combien d'entre vous organisent des réunions impossibles dans les organisations dont ils sont? Est-ce que, pour ceux qui travaillent dans des entreprises, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire consacrée à l'impossible? Je ne connais aucune entreprise qui a une ligne budgétaire consacrée à l'impossible. Alors que faire concrètement? 3 choses que je vous recommande. La première, c'est d'écouter vos dragons. On me demande souvent c'est quoi une grande idée. Surtout les Américains, parce qu'eux, ils rêvent toujours de big idea, hein, la grosse idée, la grande idée. C'est très simple. Une big idea, c'est une toute petite idée en qui quelqu'un a eu confiance. Et ce petit dragon, il a pris dans ses mains, il a protégé, il a montré à quelqu'un de bienveillant, t'as vu ce que j'ai trouvé? Ah oui, c'est quoi ça? Tu sais, on peut en parler à un tel. Et avec courage et passion, ils ont eu confiance dans cette idée. Ils y ont mis un peu d'argent, ils y ont mis du temps, ils y ont mis de l'engagement. Donc écoutez vos dragons et osez exprimer, utiliser l'expression « tiens, j'ai un dragon et je voudrais en parler ». Deuxièmement, mettez-le à votre agenda. Dans votre agenda, regardez combien de temps vous avez passé au cours le semestre se termine, au cours des 6 premiers mois de l'année, combien de temps vous avez passé à travailler sur de l'impossible. L'impossible ne se réalise que s'il est à l'agenda. Et troisièmement, ce que je voudrais, c'est vous proposer de créer des dragonneries, qu'il y ait des lieux partout où les gens peuvent être fiers de leur impossible et les partager. Mesdames et messieurs, l'impossible existe pour être remis en question. Vous êtes venus ici parce que vous partagez l'idée que l'impossible devient accessible. Vous avez envie de devenir des conquérants de cet impossible. Et je suis très fier d'avoir introduit les conquérants de l'impossible que TEDx Grenoble a invités pour vous inspirer et vous permettre d'aller là où personne n'a jamais été. L'impossible, mesdames et messieurs, est temporaire. Merci.